caractère et codage. Donc dans cette leçon, je voudrais parler de la notion de caractère et de codage qui a fortement évolué en informatique dans les 60 dernières années. Donc au tout début, il y a très très longtemps, et probablement pour une majorité de l'assistance, vous n'étiez même pas né encore, en fait, les ordinateurs avaient peu de caractères utilisés, donc ils utilisaient les majuscules, donc de grand A jusqu'à Z. Ils utilisaient les chiffres, c'était utile pour calculer. Et puis, ils utilisaient quelques caractères comme le point, la virgule, le point-virgule, les pourcentages, ça c'est utile. Et puis, bien sûr, le symbole roi, le dollar. Alors, quand on regarde ce que ça fait, ici, on en a 26. Ici, on en a 10, donc on est à 36. Et puis, on pouvait en mettre quelques-uns. Et grosso modo, tout ça tenait en moins de 64 symboles différents, ce qui pouvait se coder en 2 puissance 6, c'est-à-dire 6 bits. À cette époque-là, il y avait même des machines, il n'y avait pas forcément des machines 32 bits, il y avait des machines 36 bits, ce qui permettait de coder 6 caractères par mot dans les mémoires des machines. Bon, très très vite, ça c'était dans les années 60, très vite, les gens se sont dit, alors c'est quand même bête de ne pas pouvoir utiliser les minuscules, surtout quand on fait des courriers commerciaux, et donc on a commencé à se dire, on va introduire des minuscules. Donc, on a toujours de grand A à grand Z, on a maintenant de petit a à petit z, on a toujours 0,9, et si on regarde, on a ici en fait 26 et de nouveau 26, c'est-à-dire 52, on rajoute les 10 caractères, les 10 symboles nécessaires au chiffre, on est à 62, et 62, si on commence à rajouter le point, la virgule, le point-virgule, ceux que j'ai mentionnés auparavant, eh bien en fait on est au-dessus de 64. Donc les gens se sont dit, 6 bits ne suffisent pas, donc on va prendre le suivant, c'est-à-dire 7 bits. Mais à cette époque-là, les ordinateurs commençaient à être presque tous à 32 bits, et 7 bits, c'est pas un bon diviseur de 32, donc on est passé à 8 bits par symbole. Et comme on n'en avait besoin en fait que de 7, le 8e bit a servi à être un bit de parité par exemple lorsqu'on faisait de la transmission. Le grand vainqueur, si j'ose dire, de ce codage, ça a été le codage dit ASCII, qui est donc la suite d'une normalisation américaine, donc d'un codage 7 bits avec un 8e bit qui ne servait pas à grand chose, mais qui pouvait servir pour les transmissions à être un bit de parité. Alors, avec ça, on est arrivé dans les années 80, au tout début des années 80, et là, la normalisation, la standardisation de l'informatique est arrivée, et un certain nombre de pays, et notamment le Japon, a dit, oui, mais moi, j'ai je ne sais combien de milliers de caractères, et ça ne tient pas dans les 7 bits, et je refuse de signer les standards tant que le problème de coder des programmes en japonais n'est pas réglé. Et ça a donc pousser les gens à se dire, il faut réfléchir à comment faire effectivement des jeux de caractères permettant d'accommoder non seulement le japonais, mais le coréen, le thaï, et toutes sortes d'alphabets possibles et imaginables sur Terre. Et ça dépasse très très largement le cadre des 8 bits, puisqu'on peut estimer grosso modo qu'on a 2 puissance 20 caractères, c'est-à-dire quand même quelque chose comme de l'ordre du milliard de caractères sur Terre, dans toutes les langues possibles et imaginables, plus tous les systèmes de codage possibles et imaginables. Donc 2 puissance 20, ça ne tient pas, et donc il faut inventer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est effectivement une norme qu'on appelle Unicode. Et c'est de cela dont je vais vous parler maintenant. Donc à ce point-là, il y avait des traitements intermédiaires qui ont été créés et qui consistaient à utiliser le 8e bit de l'ASCII pour essayer de coder l'alphabet français, l'alphabet danois, etc. Mais ça conduisait à des tas de problèmes, puisque si je regarde les 256 positions possibles sur 8 bits des caractères, donc quelque chose que je vais dessiner sous cette forme-là, on avait les 127 premières positions qui étaient réservées donc à l'ASCII, et puis les 127 autres dans lesquelles les gens codaient leurs propres caractères. Donc par exemple en français, on rajoutait le « et » accent aigu, le « et » accent grave, etc. etc. Mais par contre, les Danois, exactement aux mêmes endroits, ajoutaient par exemple le « A » avec le petit rond par-dessus, les Tchèques rajoutaient, je ne sais plus quoi, le « A » avec une cédille dessous, etc., etc. Ce qui fait que quand on avait un texte qui était codé en français et qu'on le lisait en danois, c'était complètement incompréhensible puisque les caractères n'étaient plus du tout les mêmes. Donc toutes ces techniques, en fait, ont été utilisées dans les années 80-90 pour essayer d'accommoder le français
français les langues, européennes, mais de toute façon, la taille ici, à savoir 127 positions, était insuffisante pour accommoder le japonais, le coréen, etc. Et donc, comme je disais, on est arrivé au concept d'Unicode, et ce concept d'Unicode, qui a donc formalisé ce que c'était que la notion de caractère, a eu un grand nombre de retentissements sur les langages de programmation, puisque dorénavant, il est possible, dans tous les langages de programmation qui se respectent, d'avoir des commentaires dans la langue que vous souhaitez, mais aussi, pour beaucoup, d'avoir des noms de variables dans la langue que l'on souhaite, des chaînes de caractères dans la langue que l'on souhaite, et même de pouvoir écrire des programmes dans lesquels le programme lui-même est écrit dans une langue pour manipuler des chaînes de caractères qui sont écrites dans une seconde langue, et avec des commentaires parsemant le programme qui sont écrits dans une troisième langue. Donc tout ceci, en fait, rend la chose un peu compliquée. Il se trouve aussi que, puisque les choses ont évolué, que le mot char, qui est utilisé souvent pour caractère et qui est utilisé notamment comme le nom d'un type en C, est défini en C comme étant effectivement un octet. Et on s'aperçoit qu'un octet, c'était la vieille acception du caractère, et donc maintenant, le mot caractère, en fait, ne signifie plus du tout un octet, mais représente un concept qui est le concept de caractère, ce que je m'en vais expliquer. Qu'est-ce qu'un caractère ? Eh bien, un caractère, c'est un concept purement abstrait qui est défini par un nom et un numéro. C'est tout. Maintenant, donnons quelques exemples de caractères. Par exemple, vous avez le caractère F minuscule. C'est son nom. Son nom, standardisé est en anglais, mais c'est pas gênant. Donc ça, c'est son nom. Et puis le caractère F minuscule, il a un numéro. Je ne sais plus quel est le numéro, disons les 82 par exemple. Maintenant, les caractères sont associés à quelque chose qu'on appelle des glyphes. Et un glyphe, c'est une représentation graphique du caractère. Mais ce n'est pas du tout le caractère. Par exemple, un F peut avoir un glyphe qui ressemble à ce que j'ai dessiné ici, mais dans une autre police de caractères, et notamment quand on apprend à écrire à l'école, on écrit quelque chose comme ça. Et on voit bien que les glyphes sont très différents. Et puis, on peut aussi avoir des choses plus typographiques, comme par exemple ceci. Tout ça sont des glyphes différents pour le même caractère. Ce qui veut dire qu'effectivement, un caractère peut avoir plusieurs glyphes. Par ailleurs, les caractères doivent être codés sous forme d'octets, quelque part. Et donc là, maintenant, il y a des octets, quelque part, et ces octets sont interprétés pour signifier des caractères. C'est-à-dire qu'on passe d'une séquence d'octets par un procédé qui est un procédé dit de codage à une séquence de caractères. Et là encore, il existe des tas de façons de coder des caractères, dont une qui est aujourd'hui assez dominante, qu'on appelle le codage UTF-8. Donc vous voyez en fait tout ça que les caractères sont donc un concept qui est purement abstrait, qui est simplement représenté par un nom et un numéro, que le caractère peut avoir plusieurs glyphes qui lui sont associés, et là, j'en ai dessiné 3, mais en plus, vous avez les glyphes en gras, en italique, en ce que vous voulez, en corps 12, en corps 24, etc. Et donc, il y a des tas de déclinaisons de glyphes possibles pour un unique caractère. Et en plus, un unique caractère peut être codé suivant plusieurs systèmes de codage, UTF-8, UCS2, UTF-16, etc., etc. Donc, on voit bien que la notion de caractère est donc purement abstraite au milieu et représente un certain invariant. Alors, prenons par exemple un caractère intéressant, par exemple ce caractère-ci, qui a donc pour nom... non, je ne vais pas donner le nom tout de suite, mais ce caractère-là, il a pour numéro 9774. Il a un certain nom que je vais dévoiler après, et il a un glyphe qui est ce glyphe-ci, et donc vous savez que son nom, en fait, maintenant, c'est le symbole de la paix. Donc c'est le peace symbol, pour donner son nom standardisé. C'est un glyphe, mais bien sûr, il y a des tas de glyphes possibles, encore, des glyphes un peu plus gras, des glyphes un peu plus ornés, mais de toute façon, ce symbole-là est effectivement le symbole de la paix standard. Donc, il est simplement, comme j'ai dit, représenté par son nom et son numéro. Maintenant, comment est-il codé ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, mais sur un autre exemple de caractère. Prenons un autre exemple de caractère qui est, voici son glyphe, qui est normalisé au niveau de l'Europe, qui est le symbole de l'euro. L'euro, il a un nom, il s'appelle l'euro, peut-être qu'il s'appelle Euro Currency Unit ou quelque chose comme ça. Et il a un numéro qui est le numéro 8364. Donc vous voyez en fait que le répertoire Unicode donc, donne des noms et des numéros. Actuellement, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais on doit être à quelques dizaines de milliers de caractères recensés.
dans toutes les langues connues, même le Klingon, qui est une langue absolument pas parlée, enfin peut-être que certains le parlent, se trouve codifié, ainsi que l'elfique qui a été créé par Tolkien. Ils ont reçu des numéros dans le catalogue général de tous les caractères possibles et imaginables. Il y a même aussi des symboles, chimiques ou différents qui ont reçu des numéros dans le cadre de ce grand recensement. Alors, intéressons-nous maintenant, donc, puisqu'on connaît le glyphe, on connaît un des glyphes possibles du caractère euro, à ses codages. Donc 83 064, le système Unicode permet a priori d'avoir un nombre de caractères potentiellement très très grand, puisque si un jour on découvre des petits martiens, on pourra éventuellement étendre l'Unicode pour absorber tous les caractères qu'ils utiliseraient, ces 10 martiens. Alors, le problème des codages, et donc je vais juste m'intéresser à l'UTF-8, c'est que énormément de textes sont aujourd'hui écrits en ASCII, et donc l'ASCII, je rappelle, un alphabet 7 bits, c'est-à-dire avec 128 positions seulement, qui sont toutes définies et que tout le monde doit respecter. Tous les textes écrits en ASCII, il a été souhaité, parce qu'ils sont en fait légion, que leur représentation en termes d'octets ne varie pas lorsqu'on passe en UTF-8. C'est-à-dire que tous les textes qui sont écrits, en fait, en ASCII, en fait, sont compréhensibles lorsqu'ils sont décodés avec le système UTF-8. Ce qui veut dire, en fait, que puisque le système ASCII utilise des octets avec 7 bits utiles et 1 bit ici, en fait, tous les octets dont le premier bit est égal à 0, en fait, permettent de représenter 128 positions, qui sont les 128 premiers caractères recensés dans le grand catalogue Unicode. Donc le problème maintenant, c'est de commencer à coder les autres. Et là, ce qui a été imaginé, c'est de dire, eh bien, en fait, on va coder des caractères sur 2 octets, on va en coder ensuite d'autres sur 3 octets, on va coder ce qui reste sur 4 octets, et on a en fait ce qu'il faut pour pouvoir coder sur plus d'octets si nécessaire lorsque les Martiens débarqueront sur Terre. Donc, comment fait-on pour coder des caractères qui ont des numéros supérieurs à 128 ? Eh bien, on va les découper en tranches et on va s'intéresser par exemple aux octets qui ont des numéros inférieurs à 2 puissance 11. Ça, c'était 2 puissance 7. Donc, comment code-t-on des caractères dont le numéro est inférieur à 2 puissance 11 ? Eh bien, en fait, sous la forme de 2 octets, que voici. Le premier octet sera préfixé par 1, 1, 0, et ensuite on aura donc 5 positions possibles. Et le second octet sera préfixé par 10, et donc laisse 6 bits possibles derrière. 6 bits possibles ici, 5 bits ici, on arrive à 2 puissance 11 combinaison, ce qui permet de représenter encore tous les caractères inférieurs à 2 puissance 11. Alors, le schéma se répète, il y a des contraintes supplémentaires que je néglige. Si on veut avoir un codage sur 3 octets, et donc qui va permettre de pouvoir aller jusqu'à, par définition, là, ici, 2 puissance 16, eh bien, en fait, on va avoir quelque chose qui est un codage qui commence par 1, 1, 1, 0, et il reste 4 bits derrière, et puis on aura des octets suites qui seront 1, 0, et puis encore un octet suite qui sera 1, 0. Bon, il y a des contraintes supplémentaires qui font que normalement il devrait y avoir 6 bits ici, 6 bits ici, ça fait 12, et 12 et 4, 16, non je me trompe, et on arrive aux 2 puissance 16 combinaisons possibles. Et puis le schéma continue pour accommoder des caractères encore, avec des numéros encore supérieurs, etc., etc. Donc par exemple l'euro, comment se code-t-il ? Eh bien en fait, même si vous avez sur votre clavier une touche qui s'appelle euro, en fait, son codage en hexadécimal, c'est E2 82 AC. Et vous retrouvez en fait dans les 82 AC, le fait que ceci c'est la version décimale de son numéro, et si je regarde la version hexadécimale, c'est en fait 20C, et vous retrouvez ces 20 AC à peu près dans les bits de poids faible qui se trouvent ici. Donc quand vous tapez sur votre clavier ce que vous pensez être un unique caractère, c'est-à-dire une unique pression de la touche, en fait vous avez un codage quelque part dans un fichier qui se trouve être ces 3 octets correspondants. Donc vous voyez effectivement que taper sur un petit A qui émet un octet quelque part dans la gamme des 2 puissance 7 ou un euro qui se trouve codé par 3 octets, ce sont des choses complètement différentes.
Si vous voulez en savoir plus sur ces codages, je vous renvoie sur Wikipédia. Et il existe d'autres codages que l'UTF-8, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Ce sont d'autres façons de passer d'octets à une séquence de caractères. Les séquences de caractères étant donc ces objets abstraits maintenant, qui sont dotés d'un nom et d'un numéro, et qui sont représentés sous forme de glyphes. Donc j'espère maintenant que la chose est un petit peu plus claire pour vous. La conclusion que l'on peut tirer... Donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que quand on est donné, on reçoit un flux d'octets en entrée, donc vous recevez une séquence d'octets, vous devez savoir quel est son codage. Si vous ne connaissez pas son codage, vous n'avez aucun moyen de savoir en fait en quoi est écrit cette séquence d'octets. Ça peut être du code, ça peut être un texte, ça peut être un texte en thaï, un texte en français, vous n'en savez rien. Tant que vous n'avez pas le codage, vous êtes coincé. Le codage permet une opération, c'est de fabriquer une séquence de caractères. Et cette séquence de caractères, sachant que pour tout caractère, il y a au moins un glyphe qui permet de le représenter, alors vous pouvez le transformer en une séquence de glyphes qui, elle, peut être représentée visuellement et qui vous donne effectivement ce qui a été écrit au tout début. Donc, vous avez deux éléments qui sont importants, le codage qui permet de décoder et l'affichage qui permet en fait de choisir pour chaque caractère le type de glyphe que vous souhaitez, italique, romain, couché, gras, corps 12, corps 14, et qui vous permet de comprendre en fait ce qu'il y a. Mais les programmes travaillent exclusivement sur les séquences de caractères et ensuite font ce qu'ils peuvent sur ces caractères.